Mais plus on va dans le Donbass, plus on va dans le sud, plus on est dans les zones où ça parle le russe, plus ils disent aidez-nous à résister et à ne pas être envahi par la Russie. Donc la seule question, c'est quand est-ce que la Russie va subir la défaite qui mettra fin à son impérialisme. Et malheureusement, on n'a pas l'air de fournir encore une fois le matériel aux Ukrainiens pour obtenir cette victoire. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous de nouveau avec Xavier Titelman afin de faire un point sur la situation en Ukraine et sur les évolutions potentielles de cette guerre de haute intensité qui entame sa 3e année de combat. D'ailleurs, si cette thématique vous intéresse, nous vous conseillons la lecture du numéro 11 de notre magazine papier, dans lequel vous retrouverez un reportage complet que nous avons réalisé sur l'utilisation des drones sur les lignes de front. Et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Xavier. Bonjour. Merci de revenir dans le podcast. Tu étais intervenu dans l'épisode 107, si je ne m'abuse, pour nous parler un peu de ton parcours et puis parler d'OSINT, parler aussi d'Ukraine parce que tu en revenais. Bon là, tu reviens toujours plus ou moins d'Ukraine maintenant, tellement t'y vas. Oui, c'est vrai. T'as pas pensé à t'installer là-bas d'ailleurs, à prendre du terrain ou... Non, j'ai quand même ma famille, mon travail et tout ce qui est ici, mais c'est vrai que j'y passe énormément de temps parce que en dehors de ça, ouais, c'est un pays qui est très très attachant. Ils font des efforts, ils ont des valeurs, ils ont une envie, ils ont un dynamisme. Enfin, ils sont beaucoup moins dépressifs que les Français d'une manière générale. Et puis c'est un pays qui est superbe, que ce soit en termes de, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour aimer ce pays et pour y voir beaucoup d'avenir. Et il y a beaucoup de gens qui font le parallèle avec la Pologne des années 90 où c'était finalement un pays qu'on regardait comme des arriérés et aujourd'hui c'est eux qui ont toute la croissance et le bien-être en Europe et c'est un petit peu la même vision que les gens ont sur l'Ukraine aujourd'hui. Mhm. Ouais, c'est vrai que la vision de ce pays, elle est un peu faussée. On a l'impression que c'est un pays qui est complètement ravagé par la guerre. Bon, ce qui est en partie vrai pour une grande partie du territoire. Oui. Mais c'est vrai que quand on débarque à Kiev, on n'a pas forcément cette impression-là au prime abord. Comment toi C'est tu sûr. vois la situation justement en étant allé sur le terrain autant de fois? À quel point tes idées aussi ont évolué sur ce pays et sur son avenir potentiel? Alors sur le plan militaire, il y a eu des hauts et des bas. Là on est sur un point. Alors je parle de vraiment du mois de février, hein, donc avant que les dernières annonces de Trump, mais militairement en tout cas, j'ai jamais. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu les Ukrainiens aussi sereins qu'en ce moment. Par exemple, Pokrovsk, qui est la ville qui devait tomber il y a plus de 6 mois, ça fait 4 fois que j'y vais. J'y étais en août, en octobre, en décembre et en février. Et en fait, eux, ils me disent, bah voilà, on maîtrise le ciel à 90%, on voit dès qu'ils commencent à préparer un assaut. On a maintenant le matériel, c'est-à-dire qu'ils ont reçu notamment les canons César français et les AMX-10 avec la 155e brigade Anne de Kiev qui a été projetée dans la zone. Et depuis qu'ils sont là, depuis la mi-janvier, en gros, le front ne bouge plus sur le front sud de Pokrovsk. Ils disent on a les obus nécessaires, on a les munitions en quantité, on a enfin reçu une partie du matériel, même si évidemment plus ce serait toujours mieux. Donc eux, leur capacité à tenir le front, bah franchement, je les ai jamais sentis aussi bien. Peut-être depuis l'été 2023, quand ils espéraient avoir la réussite avec la contre-offensive qui a été un échec. Mais en gros, depuis cette époque-là, j'ai pas eu les militaires aussi sereins, voire optimistes qu'en ce moment. Maintenant, ils sont clairs on ne nous donne pas les moyens de reconquérir notre territoire, donc notre seule tâche, bah, c'est de faire souffrir les Russes et de réduire leur avance. Donc tant qu'il n'y a pas plus de matériel, on fera pas plus que juste résister et faire souffrir les Russes. Mais ça, c'est déjà une grosse avancée par rapport à ce qu'on peut avoir la fin de l'année dernière, ou alors même il y a un an, quand ils recevaient plus de matériel américain, et là, ils avaient vraiment des pénuries qui étaient très importantes. Donc là, c'est la dimension militaire. Si on regarde les civils, pareil, on avait des grosses craintes en octobre, décembre. On pensait que le système électrique était déjà très affaibli. Et effectivement, il est touché à plus de 80%, mais finalement, ils ont réussi à le réparer, à le reconstruire, à mieux le protéger, à déployer de nouvelles méthodes pour empêcher les missiles d'arriver. Par exemple, sur les stations électriques, quasiment un tiers des drones kamikazes Shahed, qui sont des missiles low cost, sont détruits par la guerre électronique. C'est qu'ils ont plus besoin, comme le par le passé, de systèmes d'interception ou de canons qui visent quand même relativement mal. Donc finalement, même les civils ont moins souffert que prévu cet hiver.
Et puis vous avez des gens qui recommencent même à s'installer, c'est-à-dire que parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a cette dynamique autour de l'industrie de défense qui recrute énormément, et puis vous avez des industriels qui étaient partis, qui sont finis par revenir, et vous avez même des villes, quand vous avez à Lviv, qui est dans l'est, pardon, quand vous avez à Lviv, qui est dans l'ouest du pays, eh ben on a une ville qui a plus d'habitants que par le passé, qui a plus de restos, plus de gens qui sortent. Et c'est ça que tu disais, quand on arrive à Kiev, on n'a pas l'impression d'être dans une ville qui est particulièrement en guerre, à part les alertes la nuit. C'est que tout est ouvert, tout est disponible. Tu peux acheter, tu peux aller sortir normalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui reviennent du front et qui viennent passer quelques jours pour se reposer. Et ça donne l'impression d'une ville qui est plutôt en train de faire la fête qu'une ville qui est en train d'avoir peur de se faire envahir. Ouais. Ouais, c'est vrai que même à Zaporizhzhia, quand t'es dans un bar en train de siroter un cocktail, ça fait un peu bizarre. Tu dis, ça Ouais. fait vraiment bizarre. Et on est à 30 kilomètres des Russes, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bon, t'as parlé de plein de choses. Oh, je voulais signaler qu'au moment où on enregistre cet entretien, on est le 25 février. C'est important de noter parce que les choses peuvent à la fois durer, mais aussi évoluer assez rapidement. C'est vrai que c'est dur de se dire que c'était il y a 3 ans qu'il y a eu cette offensive. Je pense que pour les Ukrainiens, la vision du temps est légèrement différente, surtout que pour eux, la guerre a commencé depuis beaucoup plus longtemps, depuis Ouais. 2014. Une décennie. Et puis c'est une histoire assez longue, on en a parlé dans différents articles, reportages, etc. Donc ça, on va pas revenir dessus. Euh, sur, J'aimerais juste voir un truc avec toi par rapport tu parlais des armements qui sont arrivés sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça, beaucoup de controverses aussi sur les questions de corruption éventuelle ou de détournement de matériel. On a lu un peu tout et un peu n'importe quoi aussi sur la question. Euh, Quel regard toi tu portes sur ça en étant allé sur le terrain comment tu fais le tri entre toutes ces informations? Bah, alors, déjà, le matériel lourd, il y a absolument aucun doute sur le fait qu'il arrive en première ligne, qu'il est utilisé. Les véhicules qu'on fournit, chez les Césars, par exemple, soi-disant, il y avait cette rumeur comme quoi ils en avaient revendu. Les Césars, ils savent exactement combien ils en ont et où est-ce qu'ils sont à chaque moment. Et tout ce qui est matériel, véhicule lourd, de toute façon, on sait très bien que c'est utilisé en Ukraine avec une efficacité qui est... De toute façon, s'ils étaient aussi corrompus que ce que les Russes le disent, le pays se serait effondré dès le début. Faut être clair sur ça. D'ailleurs, je rappelle que dans les classements internationaux, la Russie est beaucoup plus mal classée que l'Ukraine en termes de corruption, et que l'Ukraine s'améliore très très rapidement, tandis que la Russie a plutôt eu tendance à perdre encore des places au niveau de la République du Congo et de pays comme ça. Donc c'est pas glorieux. Maintenant, moi, la corruption, je la vois pas réellement comme ça, mais disons que je sais qu'il y a certains équipements, comme des jumelles de vision nocturne, que les états-majors ont pu toucher. Elles ont été fournies aux militaires, et parfois les militaires se les revendent entre eux. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de la corruption, c'est de la revente. Donc, d'un point de vue purement militaire, je pense pas que la corruption ait un effet, puisque leur matériel, les drones kamikazes, ils les payent 300 euros. Enfin, tout est très très peu cher. Les drones d'observation que nous, on coûterait, je sais pas, 1 million. Là-bas, ils sont plutôt à 40 000 euros pour le matériel équivalent. Donc, je vais pas en déduire qu'il n'y a pas de corruption. Mais s'il y avait vraiment du blanchiment, de la corruption et de l'inflation des prix à cause de gens qui s'en mettent plein les poches, ils n'arriveraient pas à faire des drones de cette qualité pour 50 fois moins cher que l'équivalent si on l'achète en France. Après, la corruption, c'est une réalité dans les gens qui vont payer un médecin véreux pour faire un faux certificat comme quoi ils sont inaptes, certains commandants qui vont se faire payer pour autoriser des vacances à leurs gars qui sont pas sortis du Donbass depuis un an. Voilà, ça, il y en a. Dans les états-majors, il y en a certainement aussi. Et les Ukrainiens, ils essaient d'avoir une grande transparence, ce qui, je pense, en termes de communication, les dessert aujourd'hui, puisqu'à chaque fois qu'il y a un cas qui est identifié et avéré, ils vont le mettre, ils ont même des chaînes Instagram dans lesquelles ils vont mettre la liste de tous les gens qui se font choper tous les jours. Alors, eux, ils veulent beaucoup de transparence, et ce qui est une bonne chose, c'est juste pour prouver qu'ils font plein d'efforts, mais du coup, la propagande russe a plutôt eu tendance à utiliser ces faits qui sont effectivement nombreux pour dire, regardez comme ils sont corrompus, regardez l'argent est détourné, etc. Alors qu'en réalité, l'immense, immense majorité du matériel, il arrive sur le terrain. Mais néanmoins, moi, quand j'ai commencé à soutenir l'Ukraine avec les collectes qui sont organisées autour de ma chaîne YouTube, j'ai quand même voulu, parce que justement j'avais cette image corrompue de l'Ukraine, aller sur le terrain, amener du matériel physique à l'utilisateur final, parce que je croyais effectivement qu'une partie des aides allait s'évaporer en chemin. Et avec du recul, maintenant, je me rends compte que bah, je suis vraiment content de l'avoir fait et d'avoir amené ce matériel. Mais en fait, on aurait pu aussi envoyer
même l'argent pour qu'ils achètent certains équipements sur place. Parfois, ça aurait coûté moins cher et ça aurait été plus simple. Et maintenant, je sais qu'il n'y aurait pas eu de corruption et pas de détournement. Mais en tout cas, c'est pas le frein ou c'est pas un élément qui est aussi dramatique. Par exemple, moi, je connais bien la Bulgarie. Je parle bulgare. C'est le pays qui a été le plus corrompu d'Europe. Il y a eu des gros efforts dans le domaine. Les Ukrainiens, leurs efforts, ils font encore 10 fois plus que tous les autres. Et parce qu'ils ont vraiment cet objectif de se rapprocher de nos standards et puis d'avoir une armée qui tient, hein, tout simplement. Les gens aujourd'hui qui détournent l'argent, dès qu'ils se font choper, bah, il y a la population qui les identifie. Les grosses voitures qui sont achetées par des médecins sans raison, tout le monde sait très bien que ces gens-là, ils sont pas clean, et donc bah, ils se font vite attraper. Ouais. Ouais, tu peux difficilement le cacher, ça, effectivement, dans ce cadre-là. Euh, L'argent peut plus sortir. ouais. Et il y a eu aussi pas mal de réactions là, suite aux annonces de Trump et bon, Trump qui fait du Trump avec de l'effet Ouais, d'annonce en montrant qu'il se rapproche beaucoup de la Russie, en critiquant très fermement le régime de Zelensky, en le traitant oui, carrément de dictateur à un certain niveau. Et Zelensky qui répond en expliquant que lui est prêt à laisser le poste si ça peut faire changer les choses. Comment toi tu oui. observes cet événement-là? Bah, on n'avait pas réellement d'espoir pour Trump, c'est-à-dire on espérait être pas trop déçu, et on est très très déçu. C'est-à-dire que Trump avait dit des choses qui étaient assez ambiguës, dans le sens on va obtenir la paix par la force, je vais être intraitable avec le pays qui acceptera pas le cessez-le-feu. Euh, et ça, tout ça, c'était à l'avantage des Ukrainiens, parce qu'il disait qu'il allait continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Voilà. Donc il y avait vraiment un discours dans lequel c'est plutôt les Russes qui s'inquiétaient. Et depuis qu'il a commencé à négocier faire négocier avec les Russes, bah, on est sur un discours où bah, c'est l'Ukraine qui est en cause, elle a eu tort de se faire attaquer. Zelensky est pas légitime, alors que, enfin, je veux dire, il a quand même été élu. Il y a la loi locale qui dit qu'effectivement, dans la loi martiale, il peut pas avoir d'élection. Puis de toute façon, physiquement, comment est-ce que vous voulez organiser des élections quand vous avez plus de 10% de la population qui peut pas venir voter, que vous avez des Russes qui tirent dès qu'il y a des attroupements, même sur les postes, le bureau de poste, vous pouvez pas organiser des élections sécurisées et fiables et équilibrées dans ces conditions. Et la loi permet effectivement d'avoir un président souverain élu en accord avec le Parlement qui va être toujours présent jusqu'à ce qu'il puisse organiser les élections. En plus, il prétend qu'il a 4% de soutien alors que les derniers sondages, c'est 57% d'opinion favorable pour Zelensky. Il remonte dans les sondages, donc on est quand même très très loin de l'image qu'on a Trump. Mais ce qui est dramatique, c'est que la Russie, qui n'a obtenu aucune victoire, ni de victoire militaire, ni territoriale, ils ont toujours pas pris même le Donbass. Géopolitique, c'est un désastre. Économiquement, ils sont à deux doigts de s'effondrer. Et malgré tous ces échecs, ou plutôt l'absence de succès, eh ben, Trump a l'air de donner l'impression qu'il va donner une victoire politique à la Russie. C'est-à-dire que finalement, bah, ils s'assoient sur leurs gains, il n'y a pas de sanctions supplémentaires, on rétablit les liens diplomatiques et économiques. Eh ben, ok, et qui reconstruit l'Ukraine? C'est quand même la Russie qui l'a détruit. Comment est-ce qu'on s'assure que la Russie n'est pas une menace pour l'avenir? Contrairement à ce que dit Patrouchev, qui est le premier conseiller de Poutine, qui a répété encore en décembre que après l'Ukraine, c'était quand même les États baltes et la Moldavie qui étaient les cibles d'une annexion. Il fait pas semblant juste de les... Voilà, ils attaquent réellement. Le vice-président de la Douma, qui dit qu'il est dans la logique des choses que les États baltes reviennent dans le giron russe, militairement. Donc tous ces gens ne se cachent pas. Donc comment est-ce qu'on se garantit que, outre un non-retour de la guerre en Ukraine, on fait en sorte que la Russie ne se réarme pas, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas accès au matériel, etc. Si on lève toutes les sanctions, bah, c'est potentiellement une nouvelle guerre, comme le craignent toutes les chancelleries et tous les services de renseignement qui révèlent bah, les plans russes d'invasion. Donc, donner une victoire politique qui permet un retour de la guerre dans quelques années, alors qu'il n'y a pas eu de victoire militaire de la part de la Russie, c'est un échec, c'est une erreur stratégique monumentale, mais malheureusement, c'est l'impression qu'elle est en train de donner Trump. Hmm. Bah, est-ce que ces sanctions-là, elles sont vraiment efficaces? Parce que maintenant qu'on a du recul, dès le départ, on a vu que c'était pas forcément le truc le plus efficace du monde. La Russie a très vite rebondi quand le rouble s'est effondré. Et puis, il y en a certains qui se sont enrichis justement grâce à ça. On voit aujourd'hui, t'as reçu sur ta chaîne il n'y a pas très longtemps le journaliste Benjamin Jong qui a écrit un super article justement sur une enquête sur des composants français qui continuent d'être vendus à la Russie via des boîtes comme Safran. Thales, etc.
comment on explique tout ça? Comment on trouve une solution à ces choses-là? Alors, le fait qu'il n'y ait pas un succès à 100% sur les sanctions ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'effet. Si on avait continué à vendre des moteurs de drones à la Russie, elle aurait produit 4 fois plus de drones. Dans un missile russe, il y a 31, le KH-101, il y a 31 composants étrangers, européens, suisses, microélectroniques, taïwanais, etc. Donc, le fait de plus leur vendre directement, ils trouvent des moyens détournés de les obtenir, mais ça leur coûte 3 à 4 fois plus cher, donc ça leur permet d'en produire beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie en quantité et il y a un surenchérissement pour ceux qu'ils arrivent à produire. Donc aujourd'hui, s'il n'y avait pas de sanctions, déjà militairement, les Russes, par exemple, les roulements pour les canons des chars, ils n'arrivent plus à les obtenir. Donc ils n'arrivent plus à faire de nouvelles tourelles pour leurs chars. Ils sont obligés de récupérer les anciennes. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de casse. Leur avion radar, le A-100, ils n'ont pas pu le produire parce qu'ils n'avaient plus les systèmes de refroidissement qui auraient dû leur venir d'Allemagne. Et les exemples comme ça, il y en a des dizaines. Donc dire que les Russes continuent à produire, c'est bien la preuve que les sanctions servent à rien. Non, évidemment. Si la France, elle avait continué à vendre ouvertement les optiques des chars T-90, des hélicoptères de combat Kama-52, des Sukhoi 34, qui avait quand même le code de désignation le même que sur le Rafale, eh ben, évidemment, la Russie, aujourd'hui, elle serait infiniment meilleure militairement que la situation réelle. Donc, moi, je suis contre qu'on continue à vendre des optiques aux chars russes qui leur permettaient de tirer à 3 km au lieu de 2 km avec les optiques chinoises. Donc, heureusement qu'on a mis des sanctions et heureusement qu'elles ont un effet réel sur le terrain. Après, dire que ça aurait dû permettre d'arrêter la guerre, moi je le souhaite, et on est en train de voir quand même l'aboutissement de toutes ces sanctions, où l'économie russe est, franchement, elle s'effondre pas parce que les Russes aiment souffrir et que ça fait des siècles qu'ils souffrent et qu'ils sont habitués à pas se plaindre. Mais quand on voit des taux d'inflation au-delà de 10% sur plusieurs années de suite, je vous rappelle que nous, en France, on avait à peine 3% 4% d'inflation l'année dernière, et que c'était un désastre, et qu'en 2024, on est revenu à 1,3%, et qu'on se plaint. Eux, ils sont à plus de 10% sur la totalité de leur économie. Quand on voit les taux d'intérêt de la Banque centrale qui est à 21%, c'est-à-dire les prêteurs internationaux, ils ont plus confiance dans le Zimbabwe que dans la Russie pour leur prêter de l'argent. Donc c'est quand même aussi des symboles qui sont importants. Donc on est sur une situation où ça va très mal, il n'y a pas de perspective d'amélioration, l'effort de guerre capte tout l'argent, y compris le fonds souverain. Hein. Les Russes ont accumulé beaucoup d'argent avec le temps. Ils ont consommé quasiment plus de 60% aujourd'hui des liquidités. C'est à l'argent qu'ils peuvent, qui est utilisable, de l'or, des devises étrangères. Aujourd'hui, il leur reste principalement du yuan, c'est-à-dire de la monnaie chinoise que personne veut, et de l'or. Mais tout le reste a déjà été vendu. Donc, euh, encore une fois, je pense que les sanctions, si elles avaient été mieux appliquées, si elles avaient été plus franches, si on avait mis dès le début les sanctions qui ont été faites aujourd'hui, la Russie aurait été encore plus contrainte, notamment en arrêtant de recevoir de l'argent pour son gaz et pour son énergie. Et c'est depuis seulement novembre dernier que les sanctions sont réellement efficaces, notamment vers l'Inde et la Chine, qui ne peuvent plus recevoir les bateaux russes. Et si on avait fait ça beaucoup plus tôt, évidemment, la pompe Afrique, elle aurait diminué encore plus rapidement, et ça aurait plus d'effets militaires aussi. Oui, parce qu'effectivement, l'Inde, la Chine, enfin les pays des BRICS plus largement sont quand même encore le fournisseur, enfin un partenaire privilégié de la Russie. Ça reste pas un paria sur la scène internationale. C'est un paria pour l'Occident, mais pas forcément pour le reste du monde. Bien sûr, mais après la Chine, elle a pas de partenariat particulier aujourd'hui avec qui que ce soit. Si la Chine décide demain d'arrêter de vendre des pièces détachées de drones à l'Ukraine, ça s'effondre. La Chine, c'est grâce à la Chine que l'Ukraine produit 10 000 drones kamikazes par jour et qu'elle tient. Donc la Chine, elle fait aucun choix géoéconomique, géopolitique. Elle vend à qui veut lui acheter. Et si les Russes veulent lui acheter et que les Ukrainiens veulent lui acheter, elle vend à tout le monde les pièces qui sont nécessaires pour faire la guerre. Les drones DJI, ils arrivent par milliers chaque semaine en Ukraine, c'est des drones d'observation civile de base. Et ben, elle fait la même chose avec la Russie. Donc après, la Chine, elle a beaucoup profité de cette guerre, puisqu'évidemment, son industrie, elle tourne à plein pour armer les deux protagonistes, mais armer avec du matériel dual, c'est-à-dire que c'est pas du matériel militaire. Elle n'a pas armé la Russie, à part quelques tests ponctuels pour voir la pertinence de certains de ses drones, par exemple, drones militaires, mais il n'y a pas eu d'équipements qui ont été fournis à l'Ukraine, à la Russie.
Mm. Ça, c'est quand même important. L'Inde, c'est la même chose, voire même on découvre aujourd'hui que l'Inde produit des munitions qu'elle vend, et elle sait très bien que ça finit en Ukraine. Donc il y a des munitions qui arrivent en Ukraine aujourd'hui, qui viennent d'Inde. Et c'est pas le seul pays d'ailleurs. Le Pakistan, l'Égypte, la Serbie, la Bulgarie, l'Azerbaïdjan, tout ça, c'est des pays qui produisent de l'armement au profit de l'Ukraine, alors que c'était des pays qui étaient plutôt dans le giron russe initialement. On parle de la Serbie et de l'Égypte quand même. Et ben, tous ces pays-là, ils ont clairement fait le choix de l'Ukraine pour plein de bonnes raisons, parce qu'ils en avaient marre par rapport à l'Iran, parce que le basculement vers l'Occident, etc. Mais d'une manière générale, même l'Inde, bah, elle achète, mais elle profite de la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de richesse qui est gigantesque de la Russie vers l'Inde. En gros, elle achète son pétrole moins cher, à 60 barils au lieu de 80 par exemple, parce qu'il y a des sanctions, mais qui fait que du coup l'Inde achète le pétrole pas cher, et elle peut le revendre au prix normal derrière. Donc c'est-à-dire que oui, la Russie n'est pas à sec, mais c'est finalement l'Inde qui bénéficie au maximum des sanctions. Et finalement, nous, bah, tant que c'est pas la Russie qui en profite, au final, c'est positif. Et puis, il faut voir aussi qu'ils ont échangé beaucoup de technologies. Ils ont réussi à obtenir, à tondre la Russie, qui n'avait plus le choix, un transfert de technologie, a priori, sur les moteurs des avions de chasse. C'est un des seuls domaines dans lequel la Chine était encore dépendante de la Russie. Et ben, a priori, les Chinois ont réussi à obtenir comme concession que la Russie leur transfère ce matériel pour, enfin, cette technologie pour pouvoir continuer à leur soutien. Donc, je pense vraiment que les Russes et les Indiens ont profité de la situation autant qu'ils le pouvaient en achetant du pétrole pas cher sur plusieurs décennies, en obtenant toutes les concessions qu'ils n'arrivaient pas à obtenir de la Russie par le passé. Et clairement, la Russie aujourd'hui est quasiment devenue un vassal de la Chine sans laquelle elle tiendrait pas du tout. Mm. C'est marrant, ça me rappelle ce passage dans Lord of War où, tu sais, les vendeurs d'armes se parlent et il y en a un qui dit à l'autre, c'est bizarre, dans le conflit Iran-Irak, vous avez vendu des armes aux deux côtés. Et le mec Ouais. répond, qui vous disait que je cherchais pas un match nul? Et en fait, ça fait penser un peu à ça aussi, cette situation géopolitique. Est-ce que l'Ukraine s'est pas transformée un peu en une sorte de laboratoire géant de tests de drones, d'anti-drones, qui en fait profite beaucoup à l'OTAN, beaucoup à l'Union européenne aussi, à différents pays, différents vendeurs d'armes aussi qui arment de plus en plus ces pays. Macron a annoncé qu'il souhaitait passer à 5% du PIB concernant les dépenses militaires, ce qui est un énorme gap. Euh, Ouais, c'est un sous-entendu qui est pas confirmé. 5%, ça me paraît inatteignable de toute façon. Mais alors, la certitude, c'est que dans tous les conflits, on teste ce nouveau matériel. Et là, c'est le premier conflit de haute intensité, heureusement, depuis quand même plusieurs décennies, dans lequel tous les protagonistes, ils vont valider la pertinence de leurs équipements. Donc, tu parles des drones. En réalité, le pays qui est à la pointe sur les drones, c'est clairement l'Ukraine. Ils sont meilleurs que nous. Il n'y a aucun drone occidental qui peut faire euh, obtenir les mêmes résultats, il faut le dire clairement, entre la capacité de brouillage, de résistance au brouillage, la qualité de leurs optiques, bah, ils importent beaucoup d'optiques de l'étranger, donc c'est aussi pas compliqué pour eux. Mais il y a personne qui sait faire des drones comme eux. Donc venir tester notre matériel chez eux, à la limite, j'ai jamais entendu qu'il y a un drone Thales qui vole en Ukraine pour vérifier si nos drones de l'armée française sont efficaces sur place. À ma connaissance, en tout cas, il y en a pas. Parce que les Ukrainiens, eux, ils sont partis du principe que si on voulait venir tester du matériel, bon, on pouvait leur en donner, ils allaient nous faire des retours d'expérience, mais eux, à la base, c'est surtout eux qui sont bons dans le domaine, et surtout, encore une fois, pour des coûts qui sont invraisemblables. Je vais donner un ordre de grandeur. Le drone de bombardement lourd, que les Russes appellent le Baba Yaga, des drones qui font 3 mètres d'envergure, qui peuvent transporter 40 kilos de charge utile à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, avec de la fibre optique pour être non brouillable par la guerre électronique russe, ils vendent ça 20 000 dollars. 20 000 dollars, c'est le prix d'une munition kamikaze française. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport. Donc sur les drones, je pense pas ils aient attendu, enfin ils en achètent parce qu'il leur faut de la masse, mais globalement ils savent faire mieux que nous pour moins cher. Après, dans les autres domaines, on a fourni des équipements et effectivement, ça a été des retours d'expérience qui étaient super pertinents pour notre industrie. On regarde par exemple le César, on regarde les missiles Scalp, qui finalement passent les défenses aériennes russes sans difficulté. On voit par contre qu'on ne fournit pas les équipements les plus modernes. Moi, par exemple, j'aurais souhaité pouvoir voir sur le terrain, pour sauver des vies, pour soutenir les Ukrainiens, ben, voir nos Serval, voir nos équipements les plus modernes qui sont dans le programme Scorpion.
C'est-à-dire, est-ce que on est pertinent? Est-ce que nos choix ont été corrects? Qu'est-ce qui se passera dans 3 ans si on a guerre avec la Russie et que nos équipements sont face à eux en Estonie? Ça, on le sait pas, puisqu'on l'a pas testé sur le terrain. Quand on fournit la dernière génération du VAB, le VAB Mark III, qui avait été acheté par exemple par l'Arabie Saoudite, on fournit, mais sans la tourelle et sans le canon qui est sur le dessus. Parce qu'on a peur que les Russes le capturent et fassent de la rétro-ingénierie. Donc finalement, on fournit du matériel, mais du matériel qui est peu sensible technologiquement, c'est-à-dire qu'on fournit pas la haute qualité qui coûte très cher et qui, effectivement, si elle est capturée, elle pourrait avoir un impact sur l'efficacité globale de notre armée. Donc on les aide pas réellement, mais on teste le matériel et on a des retours d'expérience sur le matériel qui permettent effectivement de s'améliorer. Alors il y a une dimension industrielle qui est certaine. C'est-à-dire que ben, si on parle à Nexter de KNDS, bah, ils produisent plus aujourd'hui que par le passé, c'est une certitude. Mais il y a aussi certains contrats qui sont perdus. Je pense à des contrats de démantèlement. Le matériel qu'on offre à l'Ukraine, qu'on fournit à l'Ukraine, une partie de ce matériel, en fait, bah, il allait être démantelé et ça coûte très cher les démantèlements de matériel militaire. Et donc, on a fait aussi des économies dans certains domaines en fournissant du vieux matériel à l'Ukraine. Et ça, il y a, par exemple, sur même les Américains, sur certains missiles comme les ATACMS qui arrivaient en fin de vie, le fait de démanteler ces ATACMS, on parle de dizaines de millions de dollars économisés pour le contribuable américain du fait de les avoir donnés. On avait par exemple nos Aster 30, dont une partie arrive à mi-vie et il faut en gros le rénover, changer le moteur. Ça coûte quasiment la moitié du prix d'un missile. Bah, finalement, on les a fournis à l'Ukraine pour qu'elle les utilise en réel. Donc, je dirais très clairement, au point de vue européen, tout le monde, sans exception, souhaiterait que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Il n'y a personne qui entretient la guerre et qui arme les deux camps en se disant bah on va fournir un petit peu aux Ukrainiens juste pour valider notre matériel puis pour le vendre pendant longtemps. Ça, c'est pas du tout le discours européen. Le seul pays qui avait les moyens militaires de faire la différence et de permettre à l'Ukraine de gagner et que ça s'arrête, c'était les États-Unis, en piochant dans leur stock gigantesque de matériel qu'ils utilisent très peu. Et malheureusement, eux, ils n'ont pas fait cet effort. Je donne un exemple concret. Ils ont 8400 chars de niveau 1, de rang 1, donc des Abrams, 8400, dont 3000 en réserve. Ils en ont donné 31. Donc ça, c'est du foutage de gueule. Ils ont des centaines d'avions de chasse chaque année qui sortent du parc, remplacés par des F-35, par exemple des F-16, etc. Ils en ont donné aucun. Donc un pays qui est le seul qui a la masse de manœuvre, qui permettrait de faire la différence, qui permettrait de donner, je sais pas, 1000 chars, 150 avions de chasse par an, 5000 AFV, etc. Eux, s'ils faisaient ce move, la Russie sait qu'elle n'a absolument aucune chance d'espérer obtenir une victoire militaire in fine. Et donc, si les États-Unis faisaient ce geste, là, on aurait obtenu la paix beaucoup plus rapidement, puisque la Russie aurait arrêté de s'épuiser pour une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Mais aujourd'hui, le fait de donner le minimum du minimum à cause des lignes rouges, à cause de la politique interne, etc., américaine, fait qu'effectivement, ça a prolongé la guerre, mais on est passé à côté de beaucoup d'opportunités de gagner cette guerre, notamment à la fin de l'année 2022, quand les Ukrainiens ont fait leur contre-offensive réussie, qu'ils ont libéré 20 000 km² de leur territoire, qu'ils ont libéré Kherson, Kharkiv, etc., et qu'ils ont dû s'arrêter, faute de... parce que leur matériel était usé, parce que leur char avait besoin de maintenance, etc. Mais en face, les Russes n'avaient plus de défense. C'est à cette époque-là qu'ils ont fait la levée, la mobilisation forcée de la Russie en novembre 2022. Et nous, à l'époque, faut se souvenir, les Ukrainiens, ils ont réussi ce succès, 20 000 km² libérés, sans aucun char, sans aucun équipement de mêlée, sans missiles long portée, sans aucun avion de chasse, avec une aide d'artillerie très très réduite. Donc ils avaient quasiment rien et ils ont quand même obtenu des succès stratégiques globaux. Donc si à l'époque on les avait aidés comme on l'a fait par la suite, eh ben là on est sûr qu'on aurait eu une paix à ce moment-là. Malheureusement on n'avait pas eu le courage à cette époque de ne pas respecter les lignes rouges de Poutine qu'on a violées par la suite. Est-ce que tu penses concrètement que qu'on pourrait arriver sur une paix? Parce que quand on le voit, t'es allé sur le terrain, tu l'as vu dans Donbass, les gens sont... Ouais. La question de la nationalité, elle est quand même très complexe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des gens, si les gens quittent pas le territoire aussi, c'est parce qu'ils se sentent aussi chez eux, certains.
Il y a cette logique de se dire, c'est quand même une guerre de tranchées qui a commencé bien avant 2022, bien avant 2014 aussi. Il y a un conflit idéologique, enfin, à la fois il y a un conflit idéologique et puis il y a un lien entre ces deux nations qui fait que on peut se demander logiquement est-ce que cette guerre elle s'arrêterait un jour, tu vois? Bah, tant que l'impérialisme russe existera, la guerre s'arrêtera pas. Tant que la France, pour arrêter d'être un empire colonial, elle a fallu qu'elle perde la guerre d'Algérie et Dien Bien Phu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a arrêté d'être un pays impérialiste, et tant mieux. Parce que je suis pas un colonialiste, mais la Russie, elle n'a pas l'impression d'avoir subi une défaite militaire qui mette un coup à sa volonté expansionniste, impérialiste. Pourquoi est-ce que le Kazakhstan vient de faire un accord de défense avec la Chine, de défense contre la Russie? Pourquoi est-ce que la Géorgie s'inquiète? Pourquoi est-ce que l'Arménie change de camp et signe avec les États-Unis parce qu'elle n'a plus confiance dans la Russie? Pourquoi est-ce que les États baltes, bah, d'ailleurs, enfin, il sait pas pourquoi, parce que les États baltes sont menacés par la Russie très ouvertement, comme la Moldavie, comme la Géorgie. Donc finalement, tant que la Russie restera un pays impérialiste qui refuse la réalité du terrain, elle n'est pas souhaitée, elle est crainte. Son modèle n'inspire pas. C'est pas du soft power à l'américaine ou les gens ou chinoises quand on est en Birmanie où on se dit tiens ça c'est quand même le modèle qu'on a envie d'appliquer. Donc la Russie, étant donné sa position idéologique de volontarisme de rétablir l'empire russe façon 1917, eh ben elle va continuer à être une menace. Le fait de parler russe, bah, c'est comme les Suisses, ils parlent français pour une partie d'entre eux, ça veut pas dire qu'ils ont envie d'être annexés ni qu'ils se sentent français. Dans les dernières évolutions, par exemple, on a un fort recul de la langue russe, enfin, moins 20 points quand même en quelques années, depuis 2014, moins 20 points de l'usage du russe, parce que les gens volontairement abandonnent le russe, y compris dans les zones très russophones comme Kharkiv, Odessa, etc., même le Donbass. Le dernier sondage que je trouve intéressant, qui a été fait en décembre, il n'y a plus que 3% de la population qui souhaite que le russe soit la deuxième langue ukrainienne. En gros, 97% de la population dit très clairement, nous ne sommes pas russophones, nous ne sommes pas russes, et je pense que ça ne peut aller que dans ce sens-là. Quand l'Ukraine a obtenu son indépendance, faut se souvenir, c'est quand même un référendum. Plus de 90% de la population a voté pour être ukrainienne indépendante plutôt que de rester dans le giron de la Russie. Et ça a été la même chose au Kazakhstan, en Biélorussie, dans les États baltes, etc. Le Donbass, c'est plus de 80% des gens qui disaient je ne suis pas russe, je suis ukrainien. En 2013, dans les dernières élections, avant que la Russie annexe la Crimée, il y avait que 3% de voix, de vote pour le parti rattachiste au profit de la Russie. Et d'ailleurs, je rappelle encore une fois, dans ce référendum de libération de l'Ukraine du joug russo-communiste, il y avait eu, même la Crimée, même Sébastopol avait voté majoritairement pour être ukrainien plutôt que russe. C'était unanime dans la totalité du pays. Mais par contre, effectivement, on a ces 10% de gens bah, qui eux, se sentaient peut-être plutôt russes. Et ben ces 10% de gens, ces 10% de collabos, c'est eux qui posent des problèmes. Et c'est eux aujourd'hui qui ont, bah, s'ils ont l'occasion d'aller vivre du côté occupé, libre à eux de le faire. Mais quand on regarde les mouvements de population, les gens qui ont fui l'occupation après 2014, plus d'1,5 million d'Ukrainiens du Donbass ont fui l'occupation russe, malgré le fait qu'ils perdaient tout en le faisant. Ils perdaient leur maison, ils perdaient leur emploi, ils perdaient leur histoire, ils pouvaient plus aller voir la tombe de leurs parents. Il y a plus d'1,5 million d'Ukrainiens qui ont fait ce choix. Et ben, moi, clairement, tout ça, c'est des symboles. C'est pas parce qu'ils parlent le russe qu'ils sont russes, ni qu'ils veulent devenir russes. Et quand on regarde leur acharnement, t'as été comment en Ukraine, quand tu vas le plus proche du front, là où ça parle le plus russe, les serveurs des restaurants, les mecs qui font le pompiste dans les stations-service, les vigiles dans les supermarchés, ces gens-là, ils voient que t'es étranger, ils leur disent aide-nous, obtiens plus de matériel, faut nous aider, faut pas qu'on se fasse envahir par la Russie. Donc moi, pour moi, les seuls endroits où ils se disent bon allez, il y en a marre de se battre, bah, c'est ceux qui sont pas concernés, c'est ceux qui sont pas russophones, c'est ceux qui sont plutôt dans l'ouest de l'Ukraine, du côté de la Pologne. Eux, ils ont pas envie de se battre pour l'ouest, pour l'est et pour leur liberté. Enfin, encore une fois, c'est un discours que j'ai très peu entendu. C'était un chauffeur de taxi et encore une fois un serveur. C'est les deux seules personnes que j'ai entendu dire ça. Mais plus on va dans le Donbass, plus on va dans le sud, plus on est dans les zones où ça parle le russe, plus ils disent aidez-nous à résister et à ne pas être envahi par la Russie. Donc la seule question, c'est quand est-ce que la Russie va subir la défaite qui mettra fin à son impérialisme. Et malheureusement, on n'a pas l'air de fournir encore une fois le matériel aux Ukrainiens pour obtenir bah, cette victoire.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais on peut se demander combien de temps ça va durer encore, parce qu'effectivement, Trump a promis de régler ça très vite, mais ça prend quand même du temps. Dans l'année 2025, pour moi, aucune des deux armées ne va militairement s'effondrer. Ça, faut être clair. Les deux armées, les Russes, ils sont assis sur leur situation. Voilà, même si il n'y aura pas d'effondrement militaire de la Russie, il n'y aura pas d'effondrement militaire de l'Ukraine, parce que même si les États-Unis disparaissent, bah, on revient juste à la situation d'il y a un an, mais au moins douloureuse, parce que les Ukrainiens, ils auraient, vous vous souvenez, de novembre 2023 à avril-mai 2024, il n'y avait eu aucun matériel américain pendant quasiment 6 mois. Malgré tout, les Ukrainiens, ils avaient tenu, ils avaient peu reculé, et les Russes n'avaient pas réussi leur tentative d'offensive sur la ville de Kharkiv à cette époque-là. Et aujourd'hui, si on se retrouve dans la même situation, les Ukrainiens y produisent plus de tout, leurs alliés, notamment européens, les aident davantage et il y a plus de matériel, et la montée en puissance industrielle est enfin une réalité, ce qui n'était pas encore totalement le cas à l'époque. Vous avez de nouveaux pays qui aident l'Ukraine, que ce soit l'Irak, le Qatar, la Jordanie, je parle pas de la Corée du Sud et tous ces pays qui l'aident également. Donc finalement, l'Ukraine serait mieux équipée et serait mieux capable de résister aujourd'hui qu'il y a un an, mais en plus la Russie, elle serait moins capable, puisqu'elle ne pourrait plus reposer sur les 3 millions d'obus qu'elle avait reçus à cette époque-là de la Corée du Nord. Et donc finalement, pas d'effondrement possible du côté ukrainien non plus. Donc, faut regarder du côté de l'économie. L'économie ukrainienne, elle est au-delà des attentes qu'on avait, c'est-à-dire qu'elle résiste mieux, l'électricité a tenu, euh, ils sont vraiment, enfin, étonnants en termes de résilience. Par contre, l'économie russe, comme je le disais tout à l'heure, si quelque chose devait s'effondrer, la première chose qui s'effondrerait, c'est l'économie russe. Mais si Trump décide de lever les sanctions alors qu'on est à 2 doigts de la fin du game, bah, malheureusement, on le verra pas. Et sans effondrement de l'économie russe, il n'y aura pas d'arrêt des assauts de la part de la Russie. Bah, écoute, merci Xavier pour cet éclairage Je vous super remercie. important et super intéressant qui nous permet de mieux comprendre la situation sur place et ben, bon courage pour la suite et merci pour tout le contenu que tu fais sur ta chaîne et ce que tu proposes aussi sur Et, les autres médias. et bravo à vous, vivant 2025. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.